En mai 2002, Christian Denis, Michel Laurent, Guy Toupin et Yegor de Saint-Hippolyte s'embarquaient pour Paris à la découverte de nouvelles trouvailles et de nouveaux trésors. Pourquoi Paris? Parce qu'à Paris, il y a l'une des plus célèbres brocantes du monde, la brocante de la Bastille. 2 fois par année, depuis 30 ans, elle attire plus de 350 antiquaires et brocanteurs des 4 coins de la France. Voici la 2e émission tournée à la brocante de la Bastille. Bonjour. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée particulière. Paris, il fait très beau. Derrière moi, le canal Saint-Martin, on peut voir les bateaux. Et juste sur le dessus du canal, on peut voir là, les toits bleus. Ce sont les antiquaires qui viennent exposer au salon. Alors, on peut voir justement tout le long qui défile sur les bords de la Seine. À la brocante de la Bastille, imaginez, il y a plus de 350 exposants d'objets anciens de toute nature, que ce soit dans le domaine du textile, du mobilier, des céramiques. Véritablement, c'est exceptionnel. Tout ce qu'on désire voir comme objet ancien, on peut le voir ici. C'est une des plus grosses brocantes en France. Après 3 jours de brocante, après avoir fait le tour des kiosques à plusieurs reprises, c'est à moi maintenant de vous présenter mon coup de cœur. Et comme vous me connaissez, je pense que vous avez deviné que je m'en viens dans un kiosque, surtout avec de la vaisselle. Et on a avec nous une spécialiste de la vaisselle de Quimper. En tout premier lieu, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir que vous ayez accepté de nous recevoir dans votre kiosque. Vous avez des pièces, je dirais, qui sortent de l'ordinaire. Vous êtes, je pense, d'abord et avant tout plus collectionneuse que vendeur. Vous avez commencé de quelle façon à faire... Vous savez bien le dire, effectivement, nous avons commencé en tant que collectionneurs avant d'accéder à ce métier. Et disons que la passion a fait que par la suite, nous nous sommes lancés. Nous avons, comment je dirais, collectionné et puis vendu un peu de plusieurs manufactures, je dirais, dans ces faïences. Mais votre coup de cœur pour le Quimper, vous aussi, c'est quoi? Alors, le coup de cœur ici pour le Quimper, bon, je voudrais, si vous aviez tout d'abord, vous préciser qu'à Quimper, il y avait 3 manufactures. Oui. Là. Et il y avait la manufacture HB, la manufacture Henriot et la manufacture Porquier-Beau, qui est pour moi la plus belle. Donc ici, en coup de cœur, nous avons ce plat à bord retourné qui vient de chez Porquier-Beau, qui est une superbe pièce, en parfait état. Mais c'est surtout des plats de présentation qu'on retrouvait sur les centres de table. Voilà, oui, accrochés au mur, je dirais peut-être. Parce que, disons que moi, j'avais retrouvé des tarifs de l'époque, c'était quand même des pièces qui valaient assez cher. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'étaient pas des pièces qu'on trouvait facilement, comme beaucoup de gens le pensent, dans des greniers, des choses comme ça. Ces pièces étaient quand même vendues dans... Je pense que c'est des gens qui avaient déjà un petit peu de moyens, je dirais. Mais c'est exclusivement des pièces de Bretagne. Pas tout sur le stand. Là, j'ai beaucoup de pièces de Bretagne, il est vrai, mais j'ai quand même quelques pièces de Dèvres et quelques pièces de Gien ici. Oui, hein, effectivement. de ce pied de lampe qui vient de la manufacture Fourmentreau à Dèvres. Hein. Ça aussi, fin du 19e. Fin 19e également. Vous avez une belle aiguillère Alors, derrière. l'aiguillère, elle vient bien sûr de chez Henriot à Quimper, d'une époque vers 1922-1930. C'est un modèle sympathique aussi. Mais il y a beaucoup de modèles ici. Vous avez des petites pièces murales magnifiques, des cornets. Ça servait à quoi surtout, ces petites pièces? Alors, ce qu'on appelle nous le pique-fleur, puisque c'était pour mettre en fait des fleurs. Ce sont des cornets, on appelle ça un cornet mural. Oui. Et c'était principalement pour mettre des fleurs. Et cette pièce qui est en forme de soufflet, je pense plutôt genre vide-poche, papier, courrier. Et l'autre qui est... Le petit bénitier qui est rehaussé de petites fleurs de lys en relief. Ça, c'est assez particulier pour ici, un bénitier. Oui, c'est assez mignon. Mais c'était fait pour la vente, je dirais, la grande diffusion? Oui, celui-ci, c'était plus la grande diffusion que cette pièce-là, c'est clair. Et on tombe sur des pièces beaucoup plus... Ça, c'est toujours Dèvres, hein, c'est toujours Dèvres. Une botte de mousquetaire, toujours d'un fabrique Fourmentreau à Dèvres. Ce qui est en fait un vase. Oui.
Et votre sabot? Le sabot est de Quimper, mais là nous changeons de manufacture, enfin de signature, ce n'est pas Porquier-Beau, c'est HB. C'est la maison HB, mais dans les premières marques de chez HB. À savoir que HB a commencé, enfin ses premières marques étaient vers 1880. Oui. Mais les plus agréables, moi je trouve, c'est... Alors là nous sommes dans les ce qu'on pièces appelle paysannes. nous la deuxième génération de Porquier-Beau. C'est-à-dire, c'est signé Porquier-Quimper, c'est la maison Henriot quand même. C'était fait après les autres. On appelle ça en deuxième génération. C'est un peu moins, c'est moins ancien, je dirais, et c'est un petit peu peut-être moins fin que le Porquier-Beau lui-même. Mais c'est toujours une faïence. Ah, l'émail est toujours très, très brillant, très lumineux. Enfin, dans ce qui est bien réussi, normalement, c'est ce qu'on doit trouver. Hein. Mais vous avez aussi beaucoup de statuaires, je trouve. D'accord. Alors là, le religieux, Quimper en a fait beaucoup. Beaucoup de religieux à Quimper. Il y a des pièces qui ont été faites également chez Porquier-Beau, chez Henriot et chez HB. Mais si on revenait à cette assiette, ce plat de service en serviette... Voilà, ce plat est magnifique. La scène est très intéressante. Je vais vous donner le titre de la scène. Ah, elle est titrée en plus. C'est le compliment à la mariée. C'est bien. Alors c'est une scène sympathique, pas courante, et c'est une pièce quand même qui est très agréable. Oui. Elle est très gracieuse. Ces jardinières que nous appelons donc jardinières chinoises, ce sont des vases plats où nous retrouvons toujours sur une face un décor de personnage. Là nous avons la scène de Gwengat, c'est-à-dire le départ du train. Et au dos, nous avons toujours une scène botanique, et celle-ci, avec ses bleus, est particulièrement belle. La fleur de lys vient de la maison HB. C'est une période très intéressante également, parce que c'est d'une grande finesse. L'émail est toujours très brillant, très souple et très brillant. Et ça fait, on peut se servir bien sûr comme un vase. Merci beaucoup de nous avoir permis de présenter cet ensemble qui est ravissant. En espérant donner le virus à des j'en suis persuadé. collectionneurs. Merci. Je vous remercie. Bonjour, les Québécois. Ah, bonjour madame, on vous reconnaît à votre accent. Vous trouvez que c'est une belle exposition ici? Ah, ici, vraiment des choses remarquables. Vous êtes une de nos auditrices oui. de Québec, de oui, Montréal? De Montréal. Ah, bon. Oui, je vous ai reconnu ici. On entend notre beau langage. Donc, est-ce que je vois, vous faites aussi les puces et les brocantes? Un petit peu, pas beaucoup. Est-ce qu'on est collectionneur un peu? Non? Un petit peu vous aussi. Vous êtes collectionneur? Oui, dans quel domaine? Québécois. Oui. Les meubles. Le mobilier? Oui. Mobilier 19e? Mobilier... Oh non, non, juste... J'ai un meuble de 1880. Oui, c'est quand même bien, hein? Ouais. Un meuble québécois? Oui. Un meuble de famille, Paris? Oui. Excusez. Un meuble de famille? Non. En tout cas, il faut les conserver. Oui, mais merci. Alors, continuez à écouter notre émission. Merci. On a besoin de vous. Merci. Au revoir. Vous avez un kiosque magnifique. Merci. Hein, il y a des objets beaucoup d'objets de facture art populaire. Oui, c'est ce que je cherche en général, oui. Mais ce qui a attiré mon intérêt ou mon attention ici, c'est ce coffre, par sa provenance, son origine, qui va intéresser beaucoup les Québécois. Ah bon, ben, puisqu'il vient de Normandie, justement. Voilà. C'est un coffre normand. Et c'est un coffre qui a une fonction particulière? Eh bien, c'est un coffre qui était destiné à placer des objets personnels de la jeune future mariée qu'elle mettait dans une armoire, dans une grande armoire. Voilà. Ranger le coffre dans l'armoire, dans l'armoire normande. Normand, tout à fait. Et il y a des coffres de plusieurs tailles. Celui-là est une taille normale, moyenne. On le désigne, c'est un coffre de mariage. Alors ça s'appelle coffre de mariage ou coffre marin. Coffre marin. De marin, enfin bon. Généralement, c'est plutôt coffre de mariage. C'est ça, parce que les attributs, si c'est un coffre de marin, les attributs seraient fort différents. Dans ce cas-ci, on a la corbeille de fleurs. Alors, il y a la corbeille de fleurs. Vous en avez d'autres avec des rubans, des nœuds,
des décors plus simples. Ça dépend aussi peut-être de la richesse de la personne, parce que voilà, en fonction de ça, elle commandait un coffre qui était fabriqué généralement dans la région de Rouen. Et puis voilà, c'était destiné au mariage. Et c'est des coffres, évidemment, qui sont faits pour être peints. Alors c'était entièrement peint, oui, tout à fait. Oui. Alors c'était peint avec de la gouache ou de la peinture à l'œuf, vous voyez, au blanc d'œuf. Donc c'est très fragile. Et par la suite, on a ajouté un léger vernis. Je pense qu'il y avait un vernis pour le protéger. L'élément intéressant ici, la corbeille de fleurs, qui est véritablement un attribut de mariage. Tout à fait. Et puis celui-là est particulièrement réussi. Et on la retrouve également sur les armoires normandes, les magnifiques armoires normandes à deux pas. Exactement. Voilà, dans le couronnement, la corniche, on retrouve cette... Exactement, c'est un décor qui était très utilisé dans le mobilier. Voilà. Il y a un autre petit coffre qui a attiré mon attention également. Ah oui, d'accord. Il est très beau celui-là. C'est celui-ci. Oui. Qui pourrait être désigné également? Je sais, un coffre peut-être de mariage aussi, mais c'est plutôt de l'art populaire, c'est plus difficile à définir. Mais ça vient pas de Normandie, ça vient plutôt de l'Est de la France, de l'Alsace, je pense. Oui. Et alors là, on retrouve des attributs avec les feuilles de, vous voyez, les grappes de raisin, le chêne avec ses glands. Et puis, donc, les attributs avec le chêne de fertilité. Fertilité, voilà. La vie avec le raisin. Voilà. Et il est daté, même. Il est daté. Derrière, vous voyez, il est marqué 1891. 1891. Voilà. Et sur le dessus, c'est même inscrit... Souvenir. Souvenir. Donc, c'est un coffre commémoratif. Sans doute, oui. Mais enfin, là, c'est encore le ministère de l'Art populaire. On ne sait pas trop l'origine, mais enfin, la destination. Je pense que c'est certainement ce que vous dites. Ce qui est intéressant, au Québec, on retrouve exactement les mêmes motifs, hein? Que ce soit dans l'art populaire québécois ou dans l'art populaire français. Il y a comme une persistance ou une perdurance des motifs. Que ce soit ici les glands, la feuille de vigne, je regarde sur le coffre, les oiseaux, le bouquet de mariée ici. Ces motifs-là sont très présents, même encore aujourd'hui dans l'art populaire québécois. Et on va aller voir maintenant, en termes de valeur, ce que ça peut valoir sur le marché québécois. Voilà, alors c'est passionnant. On retrouve, comme vous disiez, c'est des coffres québécois presque. Ouais, alors celui-ci autour de 1000 à 1200 $ à peu près canadiens, et celui-ci un petit peu plus cher parce qu'il est en relief, 1200 à 1500 $ canadiens. À quoi sert cet objet? À quoi sert cet objet? Ah, ben cet objet, c'est une bonne question. C'est une petite curiosité en soi. En fait, c'est un objet qui fait du bruit, qui claque, qui était principalement destiné aux professeurs dans les grandes écoles. Alors on retrouve ça à Louis le Grand, par exemple, dans la vitrine, ou d'autres grands lycées, par exemple. Mais il servait aussi, par exemple, chez les religieuses, on peut retrouver des formes identiques pour demander le silence ou réclamer la fin d'un repas. Voilà. Bonjour madame, vous nous apportez là vraiment un très beau petit jouet. C'est un très beau coup de cœur à mon avis, là. Vraiment une belle petite pièce mécanique. Parlez-nous donc de cette pièce. C'est quelque chose qui appartenait à votre famille, je pense. Oui, il avait appartenu à mon mari quand il était enfant. Donc il a dû être acheté aux environs de 1930, je pense. Et depuis, il n'a pas quitté la famille, donc il en est à la 5e génération. Alors il a servi aux autres enfants de la famille. Et bon, son état le prouve. Effectivement, c'est une pièce qui a eu du vécu. Oui. C'est une très belle pièce mécanique que l'on a là. Une pièce qui est actionnable par un système à crémaillère, que l'on peut voir ici juste sur le côté, et qui est actionné par ce petit poussoir. Et lorsque l'on fait baisser la crémaillère, alors elle revient en actionnant
le clown qui se promène sur son axe. Alors vraiment une très, 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 très belle pièce. Alors vous savez, ces jouets-là sont vraiment très, très recherchés par les collectionneurs. Oui. C'est une pièce, comme vous l'avez mentionné, du 20e siècle, probablement d'origine française. Il y a eu de grands fabricants ici en France. Si on regarde un petit peu l'histoire du jouet, là, l'Allemagne arrive, vraiment au 19e siècle, avec ces grands fabricants. Vraiment, ils étaient très, très reconnus, de très, très, très beaux jouets. Au milieu du 19e siècle, va commencer à s'organiser toute l'industrie du jouet. Et ce seront de petits ateliers qui vont créer justement cette industrie locale dans différents milieux, c'est-à-dire autant à Paris que dans différentes régions de France. On connaît par exemple les grands noms comme Martin en France qui a fait des jouets pendant des générations et des générations. Alors cette petite pièce-là qui est vraiment une pièce magnifique, une petite pièce à crémaillère comme je le mentionnais, est probablement d'origine française. Malheureusement, elle n'a pas d'indication concernant le fabricant. Est-ce que vous avez conservé sa boîte d'origine? Malheureusement, non. Vous n'avez pas sa boîte d'origine. Alors, quand même, cette pièce-là est en assez bon état malgré tout. On peut voir, cependant, quelques altérations. On peut voir sur la main, par exemple, un problème assez important dû à la sécheresse des matériaux. Alors, c'est assez fragile. Alors, il ne faudrait pas qu'il soit vraiment utilisé encore de façon très abusive, parce qu'autrement, on pourrait retrouver la pièce là, dans un état vraiment déplorable. Il devait aussi y avoir un tout petit chapeau de clown sur la tête. Probablement. Alors, on peut voir les traces de colle. Malheureusement, le chapeau a disparu, mais l'ensemble est vraiment dans un état, pour l'époque, vraiment un très bel état de conservation. Et c'est une pièce qui, chez nous, aurait quand même une certaine valeur, je dirais même une assez bonne valeur. Qu'en pensez-vous, Yegor? Ah, une très très bonne valeur. C'est un petit objet assez extraordinaire. Même s'il lui manque son petit chapeau, il vaut tout de même autour de 3 à 4 000 $ canadiens. Eh oui, eh oui. Ah oui, mais je ne sais pas s'il a envie de traverser l'Atlantique. Ah, on ne sait jamais. Je vais essayer de vous résumer grossièrement, simplement à quoi servait une cuillère absinthe et comment elle était employée autrefois. L'absinthe est un alcool qui est très connu dans le Midi. Ceci est la nouvelle version de l'absinthe qui s'appelle l'absinthe parce que l'absinthe a été interdit en 1915, prohibé en 1915. Donc ils ont inventé ça pour justement que ce soit toléré en France, en enlevant quelques substances qui étaient nocives dedans. Voilà, au siècle dernier, les gens en Afrique aimaient l'absinthe et c'était une boisson désaltérante et comme il faisait chaud là-bas, elle a été très connue et très vite. Alors ça se sert comme ça. En premier, on met la dose d'absinthe dans le verre. Jusqu'à une certaine limite, qui en général ne pas dépasser. Alors on employait une cuillère pour faire dissoudre le sucre sur le verre, car le sucre ne se dissout pas dans l'alcool. Et l'absinthe faisait 68 degrés, jusqu'à 75 degrés certainement. Et on faisait dissoudre au moyen de l'eau sur la cuillère par un petit robinet ici, et on faisait couler très doucement sur le sucre coupé en deux, ce qui permettait de faire dissoudre le sucre dans l'absinthe. Parce que ça enlève l'acidité. Ça enlevait l'amertume qu'il y avait dans les feuilles d'absinthe. Voilà. Alors dans la tradition, les anciens racontent que lorsque le sucre est dissous, c'est la dose d'eau qui suffit pour le mélange pour les amateurs d'absinthe. Voilà. Et autrefois, sur les tables, il n'y avait pas de fontaine. C'était derrière les bars que le garçon de café, ça lui permettait de faire 4 ou 6 absinthes à la fois. Voilà. On arrêtait l'eau et on continuait en remuant pour finir de faire dissoudre le sucre au fond du verre. Vous avez presque un verre de la bonne période aussi? Oui, le verre, tout est traditionnel là. Ce sont des verres anciens à absinthe. Celui-là, c'est un verre populaire qu'on appelle. La cuillère, c'est une cuillère traditionnelle. Tout est traditionnel chez moi.
Tous les modèles que vous avez ici sont traditionnels aussi? Et ça, ce sont l'absinthe, et c'était très populaire, donc il y avait une grande multitude de cuillères, avec des formes différentes. Plus tard, après 1915, ils ont fait les cuillères publicitaires. Ça, ce n'est plus l'absinthe, c'est les liqueurs anisées. Mais ça, c'est les vraies cuillères à absinthe. Les cuillères à absinthe, les collectionneurs savent le prix des cuillères à absinthe qui vont à des sommes assez extravagantes. Des sommes... Magnifique comme pièce. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai remarqué votre pot complet. Le pot complet, c'était un présentoir qu'il y avait sur les comptoirs pour présenter les cuillères à absinthe, et le client se prenait sa cuillère à absinthe. Lui-même. Sur les tables. C'est tout un cérémonial. Il y avait cet objet aussi, qui était pour présentoir à sucre. Et plus il y avait de clients, plus le présentoir était grand. Moins il y avait de clients, plus le présentoir était petit. Donc on retrouve différentes grandeurs. Voilà. Et dans les familles nobles, ou chez les riches, il y avait ce genre de carafe qui était assez beau pour présenter sur les tables. Voilà. Il manque le bouchon qui, malheureusement, a été cassé au cours des âges. Voilà. Maintenant, je peux me permettre de vous offrir une absinthe pour vous goûter une vraie absinthe. Certainement. Voilà. C'est bon, hein? Un vrai délice. Merci beaucoup d'avoir partagé vos petits secrets avec les Québécois. En plus, l'absinthe, c'est assez mythique. Il y a une recherche, il y avait des multitudes d'objets. Ça part de la fiche, aux plaques émaillées, aux cuillères, aux fontaines. Des fontaines absinthe, il y en a des centaines de modèles différents. Quoi vous dire encore? Des verres, il y a des très très beaux verres, avec réserve où il y a la dose, ainsi de suite. Ah oui. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Il y avait l'objet publicitaire, des petits porte-monnaies. Et c'est l'absinthe, je pense que dans la collection française populaire, c'est la collection qui est la plus recherchée, et que les chineurs font des milliers de kilomètres pour retrouver une pièce rare sur l'absinthe. À quoi sert cet objet? À quoi sert cet objet? Alors cet objet, c'est un outil à pierre. C'était pour peigner la pierre. On se servait de cet outil dans la région des Vosges en France au 19e siècle. Donc vous pouvez, en plus, c'est très très lourd. C'était des lamelles qu'on pouvait enlever par cette partie-ci. On pouvait aiguiser donc les lamelles, on les remboîtait et les personnes taillaient le grès, uniquement le grès, dans la région des Vosges. On trouve ça uniquement dans cette région. Et je pense peut-être qu'au Canada, on se servait aussi de cet outil. Voilà. Nous sommes dans ce magnifique décor de la brocante de la Bastille. Ce qui m'a frappé, c'est le décor de l'ensemble des kiosques, de la façon dont tout est aménagé, le souci, la passion des gens. Mais je sais que derrière toute cette passion et cette beauté des kiosques, il y a des préparations. Hein. Tout à fait. Il y a un envers du décor et j'aimerais que vous partagiez avec nous cet envers du décor, que vous nous expliquiez comment on se prépare pour un pareil événement. Oui, parce qu'en fait, c'est comme Hollywood. C'est-à-dire qu'il y a les façades et puis derrière, il y a les bouts de bois qui retiennent les façades. Bon. Alors en finale, ici, l'endroit est idyllique, mais ce qu'il faut voir en réalité, c'est à l'heure où nous déballons chaque année 2 fois par an, c'est 3 h du matin, c'est 4 h du matin, c'est pas du tout la même ambiance. En particulier pour ces messieurs qui traitent le son, il n'y a pas du tout les mêmes bruits. Oui, si vous entendez un peu, vous entendez un oiseau. Bon, on l'entend parce qu'on fait attention, mais en réalité, le matin, 3 h du matin, vous êtes tout seul, il fait nuit, vous êtes devant une cabane qui est en bois, il n'y a rien. Décor, il n'y a rien. Il n'y a rien par terre. Des agrafes. Il y a des structures de bois, tout simplement, de métal, voilà, tout à fait. des squelettes. Voilà, tout à fait. Vous avez vos caisses qui sont là, vous avez du tissu, vous avez, d'abord il faut assurer le courant, donc quelques lumières.
Et puis tout de suite, un peu de stress parce que vous vous dites quelle est la première chose à faire. Donc tout ça c'est un mécanisme. Nous faisons ça une fois par mois, on commence à être habitué, mais c'est toujours nouveau. Il peut pleuvoir, quelqu'un faut. Donc c'est toute une organisation, mais surtout on déménage notre chez-soi, notre intérieur finalement, une fois par mois. Sur 9 mètres carrés. Mais c'est une grande exposition qu'on prépare en même temps, parce qu'on sait, on veut plaire, on veut attirer le client. Pour nous, c'est très important l'habillage de la cabane, etc. On recrée un peu l'ambiance de chez nous. Parce que vous devez y vivre également, oui, tout à parce fait. que vous êtes ici pratiquement 20 jours. Oui. Une quinzaine de jours. Et puis nous, je pense que c'est important justement que les clients se sentent bien, soient attirés. Donc on a mis un décor rouge, vous voyez, et chacun a sa petite touche personnelle, un peu très raffinée. Nous, c'est plus rustique, puisque c'est les grès, vous voyez, on aime bien. Mais le choix des pièces est en fonction du type de marché que vous allez faire également. On devrait, mais en réalité, Bastille, c'est un très beau salon. C'est 2 fois par an, donc en général, nous, le Bastille, c'est notre meilleur salon. Donc on garde des pièces tout au long de l'année. Bastille, c'est au mois de mai et au mois de novembre. Donc les 6 premiers mois de l'année, on gagne les meilleures pièces pour Bastille. Et quand vous dites le déballage, évidemment, c'est là que les marchands viennent acheter des produits. C'est un peu comme un vernissage de l'exposition. Avec une lampe de poche. Oui, avec une lampe de poche. On ouvre et on repère on est en train de déballer, ils sont là à regarder ce qu'on a dans les caisses et tout. Ça doit créer, il doit y avoir une atmosphère, une fébrilité assez extraordinaire. Oui, c'est assez particulier. Un stress pour tout le monde. Nous qui voulons déballer le plus vite possible. On veut montrer, mais on ne veut pas non plus... vendre aussi. Et puis les marchands qui veulent trouver avant les autres. Parce qu'ils sont là, ils cherchent, et puis il y a celui qui est derrière qui dit, bon, alors, il a fini, je vais pouvoir acheter. Donc finalement, c'est un peu stressant au début. Bon enfant, mais un peu stressant. On ne veut pas rater l'affaire, puis on ne veut pas nous rater la vente. Et une autre indiscrétion, combien ça peut coûter un espace cabane à la Bastille? Alors, en francs français, anciennement, quand c'était des francs, c'était environ 10 000 francs pour 10 jours. Oui. Alors, autour de 2 000 $ canadiens, approximativement. Et maintenant, autour de 1 500 euros nouveaux, donc. 1 500 euros. Mais bon, il y a tous les frais annexes, bien sûr, parce que beaucoup de marchands viennent de province, donc ils sont pour la plupart en hôtel. Oui, parce qu'ici, on retrouve l'ensemble des provinces de la France qui viennent s'exposer. Ah oui, vous avez toute la France. Vous avez les gens du Midi qui viennent de 700 km d'ici pour 15 jours. Vous avez nous qui venons de Bretagne, c'est environ 600 km. Donc il y a toute une organisation parce que c'est un grand salon, finalement, qui est incontournable. Tout le monde vient de partout. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous avez des pièces assez exceptionnelles? J'essaie. Qu'est-ce qui vous attire? Ben, cette aube en particulier qui est vraiment... On peut la voir plus près, oui? Je vais vous la présenter au mieux possible parce qu'elle le mérite. Donc, c'est une aube du curé, bien sûr, en état parfait. On dirait qu'elle n'a pas servi. Absolument. C'est du luxeuil. Vous connaissez un peu en dentelle? Oui, mais j'aimerais que vous expliquiez un peu qu'est-ce que c'est que cette technique. Qu'est-ce que c'est que cette technique? D'abord, regardez, je vous montre qu'il y a des fleurettes. Montez. Qu'est-ce que c'est la technique? C'est un ruban. Ou lacet. Un lacet, plutôt un lacet, qu'on forme selon les motifs qu'on a décidé. Ça veut dire en forme de fleurs, de soleil, de marguerites ou de toute forme qu'on veut. Et après, on unit avec de différents points à l'aiguille après. Alors, ce sont des dentelles qui sont entièrement faites à la main. Entièrement. Est-ce que le lacet, lui, est fait à la main aussi? Souvent, très souvent, là aussi. Dentelle fuseau, généralement, qui est faite? Bien sûr, bien sûr. Absolument. Le lacet, c'est au fuseau, bien sûr, ça se fait au fuseau. Et c'est une pièce qui peut dater de quelle époque? À mon avis, c'est du début du siècle. Du début du siècle, 1900. Quand on dit, voilà, 1900, pas de ce siècle, bien sûr. C'est ça. Alors, c'est une très, très belle pièce. On peut voir que le haut est entièrement en lin. En fil de lin. Très, très beau. En fil de lin, ça veut dire qu'il est travaillé et multiplié les fils avant qu'ils soient tissés.
d'une façon bien plus délicate. Quoi. Alors ces aubes... Et les manches, avec la oui. couleur noire, bien sûr. Ça pourrait être rouge ou violet, selon l'hiérarchie de la personne à laquelle elle était destinée. Est-ce que ce sont des pièces que l'on trouve assez facilement? Non, hein? de moins en moins. De moins en moins. De moins en moins. Et je vois que vous êtes quand même, pour un homme, assez intéressé. Est-ce que vous voulez que je vous montre une pièce qui valent vraiment les coups? Absolument. Je suis Sauf ici... si vous voulez peut-être savoir aussi les prix, non? Bien, effectivement, peut-être que ce serait intéressant pour nos téléspectateurs parce que des aubes comme celle-là, on en retrouve chez nous au Québec, mais avec des décors un peu plus simples quand même. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je pense autour de 600 à 800 $, ça fait à peu près si vous êtes autour de 3 000 francs, 2500 à 3 000 francs. 2002, 2500 francs, voilà. Et vous avez remarqué bien sûr les finitions sont ondulées, c'est pas droit, tout est important dans un travail. Bel objet. Vraiment une très belle pièce, dans un état vraiment de conservation Madame nous a exceptionnel. parlé d'un trésor. Oui, j'aimerais voir votre autre trésor. Vous avez le temps? J'ai le temps. Il faut respirer à fond cette fois-ci, parce déjà, que de toute façon, cette pièce, elle ne manque pas d'intérêt, elle est très belle. Effectivement. C'est du beau travail de dentelière quand même. Absolument. Oui. Donc, c'est une boîte quand même sympathique. Une petite boîte qui a l'air tout à fait sympathique au départ. C'est déjà, ça indique un tout, ça situe un tout petit peu les temps. Un petit moiré. Oui, un moiré qui est reconstitué. Oui. Et à l'intérieur? Voilà. Oh là là. Déjà, il y a les soins, des petits rubans, je le vois apparaître. Il y a une protection, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de précieux quand même. Absolument. Et voilà, qu'est-ce qu'on découvre? Une merveille. C'est une merveille. Vraiment c'est les une points merveille. d'Alençon, la dentelle de Bruxelles, tout à l'aiguille, et que même les fonds, ça s'appelle les réseaux, voilà. Elle est faite à la main. Là, ça s'est fait partie par partie, et après, donc il peut y avoir 5, 10, 12 personnes qui travaillent dessus, et après, il y a un travail de rassemblage. Je ne serai pas en mesure de vous montrer où elle a été rassemblée, tellement que c'est délicat et finement fait. Voilà. Il y en a 11 mètres quand même, 11 mètres. donc vide sa longueur et de par sa largeur, c'est considéré comme assez exceptionnel. C'est un et le trésor. plus exceptionnel, c'est le fait qu'elle est réservée dans sa boîte d'origine. Sinon, des métrages, on en trouve, ils sont un peu pliés n'importe comment, dans des salles de vente, par-ci, par-là. Là, c'est un document de tout point de vue. Voilà. Et ça peut être de quelle époque? Est-ce que vous savez de quelle époque ça peut être? Mi-18e. Mi-18e. Avant la fin du 19e. Mais c'est vraiment un trésor, une pièce exceptionnelle, vraiment là. Ça me fait grand plaisir qu'un homme apprécie ça. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, au plaisir. On n'a pas fait une appréciation à peu près financière. Peut-être que ça n'a aucun intérêt parce que des choses comme ça n'ont pas de prix. Absolument. Mais il faut compter quand même au moins 15 000 francs français. Hein? Mais c'est magnifique, vraiment là. On ferme les merveilles. Ah, le coffre au trésor. C'est fini, madame. On ne montre plus. On ne montre plus, c'est quelle dentelle, madame? C'est les points d'Alençon. Monsieur, c'est à vous la pièce? Tout à fait, oui. Alors c'est une pièce assez curieuse, somme toute. C'est un bidet qui est contemporain de Louis XV et Louis XVI, qui est de transition des deux règnes, des années 1760-1770 à peu près, et qui a l'intérêt d'avoir conservé à la fois sa garniture en cuir d'origine, avec les clous en laiton, et puis son intérieur en faïence. Voilà la partie la plus curieuse. Vous voyez le cuir avec sa couleur bordeaux. Okay. Mais juste pour le bénéfice des téléspectateurs, le bidet, pouvez-vous dire exactement sa fonction? Le bidet, à cette époque-là, était réservé pour la toilette intime des personnes, qu'ils soient hommes ou femmes. On a un peu tendance à penser que c'est un meuble d'usage féminin, mais en fait, ça a été inventé à l'origine pour les officiers de cavalerie, afin qu'ils puissent se rafraîchir après avoir passé une journée à cheval. Voilà, afin évidemment qu'ils puissent se rafraîchir l'océan.
Alors là, vous venez de retirer la cuvette. Voilà, la cuvette. On appelle cette partie la cuvette. Ouais. Elle est en faïence. Elle est en faïence, probablement du centre de la France. Du centre de la France. Ouais. Elle est à peu près en bon état, mis à part un petit fel. Et là, si on la remonte dans la partie la plus intéressante, voilà, ici. Un intéressant décor avec une corde d'abondance qui n'est pas courant. Qui n'est pas courant. Et puis un décor en camaïeu bleu et puis en noir. Ah, c'est une pièce assez... Et vous remarquez, ce qui est intéressant aussi, c'est l'intérieur, le fond du bidet qui est doublé en plomb pour éviter évidemment que l'humidité n'attaque le bois. En ce qui concerne le bois, il est à moitié ennoyé et le montant, là, les montants sont en poirier. Savez-vous ce qui a attiré mon attention vraiment, entre autres, sur cette chaise? C'est qu'à prime abord, on a l'impression qu'il s'agit d'une chaise de jeu, une chaise de oui. Ce qu'on appelle une voyelle, ou une voyeuse. Une chaise de joueur, c'est ça, alors les gens s'assoyaient face à la table de jeu et s'appuyaient tout à fait, sur le à califourchon, exactement comme sur le bidet. Alors ça reprend véritablement ce type de mobilier. Hein? Oui, et c'est exactement le même principe. Et quand on dit dans le style Louis XV, ce qui est aussi particulier, c'est que ce meuble est très sobre. Il n'y a pas de rocaille. Non, hein, non. Ça, non, c'est pour ça qu'il est vraiment de la transition, de l'époque de transition entre Louis XV et Louis XVI, puisqu'on trouve à la fois le galbe dans le côté sinueux de la cuvette du bidet lui-même, le galbe des pieds, mais sans partie rocaille, sans partie sculptée. Donc avec déjà quelque chose d'un peu Louis XVI dans le côté un peu plus droit. Une particularité fort intéressante, c'est la forme de violon. Ouais. Hein? Dans le dossier et dans le siège aussi. Et même la cuvette a cette forme-là, on le voit très bien, la forme de violon, quand on y fait référence. Et je pense qu'il devrait y avoir une cachette sur cette chaise. Hein? Oui. Parce que j'ai une cachette, puisque qui dit toilette intime, dit objet pour pratiquer cette toilette, et donc plusieurs petits logements afin d'y glisser des savons et des éponges. Alors, je vous remercie infiniment pour cette présentation de la pièce. C'est la signature du peintre. Tout est expliqué derrière. Bonjour. Je pourrais avoir votre porte-huilier? Oui, bien sûr. Celui-ci, là? Oui. Une très belle pièce complète. Ah oui. C'est parce que nous avons la même chose dans la collection chez nous au musée. Au Québec? Oui, sauf qu'il me manque, il y avait un des couvercles qui n'existe plus. Ben alors il faut l'acheter et en faire don au musée. Voilà. Mais c'est une très vieille série, ça. C'est La Rochelle, vraisemblablement. Ce qu'il y a pour lui, c'est que c'est complet, ce qu'on trouve assez difficilement. On ne trouve pas facilement les huiliers, le porte-huilier, les couvercles montés en étain comme c'était fait, comme ça doit être fait. Avec les boutons poussoirs. Ça n'est pas réparé, c'est rare qu'on les trouve complets comme ça. Oui. C'est vraiment les pièces fin 18e? Oui, entre 1750 et 1800. Oh. Il y a une fourchette large. Assez large. Avec deux grandes dents. Mais pourquoi ont-ils cessé de produire ce type de pièces-là qui était très répandu? Eh bien parce que d'abord la faïence est devenue de moins en moins à la mode en France, et puis surtout il y a eu le fameux décret que Louis XVI a signé pour l'importation et l'autorisation de l'importation des faïences fines anglaises qui ont inondé le marché européen. Et ça a amené, une des raisons qui ont amené la fermeture de beaucoup de centres de fabrication, dont comme des fabriques comme La Rochelle, qui ont cessé d'exister dans les premières années du 19e siècle. Parce que je n'ai pas la date exacte. Hein, nous aussi, au Canada, c'est l'Angleterre au complet. Une grande partie de la faïence fin 18e, 19e nous provient d'Angleterre. Oui. Alors, ça vaut dans les... Aux environs de 3000 francs. 3000 francs. Ben, merci beaucoup. Ne le lâchez pas. Hein. Très agréable.
Ce n'est pas le plaisir. Je vous remercie beaucoup. Ben, je vous en prie. Et celui-là, il est beau, celui-là. Nous sommes dans un autre beau kiosque de la brocante de la Bastille, mais ici, il semble y avoir une dominante dans le mobilier Napoléon III. Absolument, oui. C'est une spécialité que nous avons. Cette spécialité nous est venue de l'atelier familial. Mes parents étaient restaurateurs de meubles laqués et peints. Je fais ça avec ma sœur encore, ce qui fait que nous présentons des meubles qui sont en général de qualité, qui sont restaurés parfois quand il convient, mais ce sont des meubles authentiques. Quand on parle de mobilier Napoléon III, c'est la période... Alors là, nous touchons la période de 1860 jusqu'à la fin du siècle dernier. Et puis, bon, ça s'est étalé comme ça pendant un certain nombre d'années. C'est vraiment la partie la plus originale du meuble Napoléon III. C'est-à-dire que ce ne sont pas des copies de meubles Louis XV, Louis XVI, ni boules, comme ça s'est fait à l'époque, assez couramment. Ça, c'est vraiment ce qui était original, c'est-à-dire des meubles polychromes, rehaussés de nacre. Parfois du poirier noirci. Et ce qui était encore plus particulier, c'était les meubles en carton bouilli ou papier mâché. Et on parle de meubles d'appoint. Hein, des meubles d'appoint, ce sont des petits meubles. Alors, comme ici, on a une chaise volante. Alors, très travaillée, très chantonnée, avec des rehauts de nacre, qu'on appelle burgot. C'est une qualité de nacre. Alors, vraiment, un coquillage très irisé, avec des feuilles d'acanthe qu'on retrouve souvent dans ces mobiliers Napoléon III. Okay. Des capitons très colorés, hein, avec des velours, des soies, qui met bien en évidence la couleur noire et le nacre. Voilà, qui fait un contraste. Hein. Et ici, on a un autre bel exemple, puisqu'on parle de meubles volants, c'est-à-dire des meubles qu'on déplace facilement. Tout à fait. Un petit guéridon. Alors là, celui-ci est composé d'un plateau qui est en papier mâché. Toute cette partie-là, c'est du papier mâché, donc avec un matériau un peu sec. Ce papier mâché avec ses incrustations de nacre, ça c'est vraiment typiquement Napoléon III. Et ici, on le voit bien. Ah, la nacre, regarez la couleur, là, quand on bouge comme ça, avec des reflets roses, bleus, et tout ça rehaussé de petits rinceaux. Et le plateau s'abaisse. Voilà, il se clipse comme ça. Il se clipse derrière. Voilà. Et voilà, on peut la disposer au centre du salon. Tout à fait. C'est des meubles qu'on retrouvait dans la bourgeoisie principalement. Dans la bourgeoisie, mais c'était des meubles qui étaient des meubles assez onéreux. C'était pas des meubles tout venant, c'est déjà des meubles raffinés. Donc c'est des meubles fabriqués dans les ateliers français. Alors ça, c'était fabriqué souvent dans l'est de la France. Tout ce qui était papier mâché, c'était dans l'est de la France. Dans la région de Pont-à-Mousson. Et on en voit, mais ici on a d'autres exemples. Vous avez d'autres petits objets fabriqués en papier mâché, petits objets usuels, un porte-carte. Un porte-carte. Avec des rehauts de nacre toujours. Il y avait des albums photographiques également. Oui, tout à fait, oui. Alors ça, on posait ça sur un bureau, la petite boîte. Petite boîte, tout simplement pour disposer les plumes, les encres. Avec un joli décor aussi. Très beau. Voilà. Et on sent bien quand on passe la main. Ah voilà, toujours, on retrouve cette nacre-là. Il y a beaucoup de relief. Oui, il y a beaucoup d'empattement et de relief. Oui. C'est magnifique. Ça, c'est une petite Alors là, table à ça ouvrage. aussi, c'est tout à fait typique de ces meubles Napoléon III. Alors celle-ci est en poirier noirci, les pieds, là, ça c'est du bois découpé. Et là, je crois qu'on a juste cette partie qui est en papier mâché. En papier mâché, l'intérieur en velours. Voilà. Bon, l'intérieur n'est pas très joli, là, il a été refait. Mais elle est quand même et alors là, nous avons le décor d'inspiration chinoise, la chinoiserie, les pagodes, vous voyez, tout à fait les... Ici, vous avez une pièce tout à fait spectaculaire. Je trouve, enfin, par la forme. Oui, alors ça, mais ça, c'est une pièce qui est anglaise. Ah, elle est plutôt par la stylistique victorienne. Victorienne, mais elle est beaucoup plus travaillée. Vous voyez, les meubles français sont plus sobres. Sont plus sobres, oui. Et ces Anglais, alors là, c'était la folie. Une forme en tombeau. Oui, tout à fait. Exactement. Mais par contre, regardez la qualité des décors, là, des rinceaux. Là. Vous avez aussi là des... C'est un travail de dorure. Alors là, c'est entièrement en papier mâché, moulé. Et le papier mâché, il était véritablement moulé industriellement. Dans des moules, on donnait la forme, on laissait sécher. Et c'est très solide parce que c'est un papier imprégné de colle et c'est extrêmement solide. Ah oui, c'est très solide. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Absolument. On va voir.
C'est magnifique. Alors, vous voyez, vous avez des petits compartiments pour les ouvrages de dames. Là, Donc, c'est les ouvrages à Oui, l'aiguille, oui, la oui. broderie. Ah oui, c'était des petits meubles de femmes. C'est vraiment beau. Là aussi, vous avez une qualité de lac là, qui est tout à fait, qui ressemble à une laque extrême orientale. Et dans l'atelier familial, vous restaurez toujours Ah ces oui, meubles? oui, tout à fait. Ouais, Et ouais. vous-même, vous Ouais, restaurez comme tout vous à fait l'avez comme des mentionné. tableaux, on allège les vernis, puis on reprend les décors lorsqu'il manque. On va aller voir ce que notre expert évaluateur en pense. Et, bonjour. Oui, bonjour. Alors ça c'est quand même une très très belle Ouais, pièce, ouais. puis surtout c'est en parfait état grâce à cette ouais, restauration. ouais. Donc on peut penser autour de 2 à 3 000 $ pour ce meuble extraordinaire. Oui, Voilà, c'est 2 à 3 vraiment 000. presque une pièce de musée. Ah, ça, tout parce à qu'elle est fait. vraiment une... Si ça ne l'est pas, ça va le devenir. L'équipe de Trouvailles et Trésors tient à remercier M. Joël Garcia, fondateur de la brocante de la Bastille, ses employés et les brocanteurs pour leur chaleureux accueil, et vous donne rendez-vous pour une autre tournée du patrimoine.